son ouvrage sur le peuple introuvable, deux mouvements. Le mouvement pour la parité à celui des ouvriers qui, au cours du XIXe siècle, avaient demandé une représentation fidèle aux classes sociales, et notamment dans le manifeste des 60 en 1864, c'était dire que la représentation telle qu'elle fonctionnait était en réalité élitiste, revenir au vieil argument de la Constitution américaine entre fédéralistes et antifédéralistes, pour dire que la distorsion entre le corps social et la représentation politique était trop importante et qu'il fallait trouver des critères pour que notamment les ouvriers soient davantage représentés dans les assemblées politiques. Et au fond, ce sont les mêmes types d'arguments qui vont être présentés par certains défenseurs de la parité. Si on veut que les gouvernés se retrouvent et donnent davantage de légitimité au gouvernement, il faut que les gouvernants ressemblent aux gouvernés. Donc un argument assez performatif, toujours celui du miroir, et qui est aussi ancien que les débats sur la représentation. Alors on reviendra peut-être dans le débat sur le fait que, par exemple, pour Rosan Vallon, le mouvement pour la parité est beaucoup moins intéressant que le mouvement des ouvriers au XIXe siècle, notamment parce que selon lui, il conduit à biologiser de manière inédite le lien social, ce que ne faisaient pas les ouvriers, selon lui. Alors, pour conclure sur cette première partie sur les débats, je ne suis pas entrée dans le détail de toutes les positions. Je suis assez convaincue par la cartographie proposée par Yves Saint-Omer des différentes positions sur comment des types d'arguments comme essentialistes, transcendantales ou constructivistes ont pu être utilisés pour ou contre la parité, ce qui a donné un tableau donc, de 6 positions possibles dans ce débat-là. Et puis, donc soit je renvoie à la cartographie établie par Yves Saint-Omer, qui a été publiée dans TGS en 2007, ou alors à l'ouvrage, bien sûr, de Éléonore Lépinard, consacré au débat, à la controverse paritaire, qui montre très bien les différents arguments en présence, et qui conclut quand même sur l'idée qu'avec la revendication paritaire, on a affaire à une configuration de discours contradictoires, aux significations multiples, contextuelles et contingentes, qui ont énoncé, donc tous ces discours, en de nouveaux termes, le vieux dilemme de la différence, sans le résoudre. Et je pense que c'est exactement ça dont il est question derrière la parité, c'est comment résoudre le dilemme de la différence au sein de la République et de la nation. Alors j'ai volontairement essayé de garder du temps pour mon bilan de la parité. Je voudrais développer 4 points sur les enseignements, les effets de la loi de 2000 sur le fonctionnement du champ politique et sur le genre. D'abord, de manière un petit peu descriptive et un bilan un petit peu quantitatif, l'effet de la parité, c'est d'avoir conduit à cliver encore davantage le champ politique entre des assemblées qui sont devenues quasiment paritaires et d'autres qui se sont protégées, qui sont restés des bastions masculins. Et alors, si j'ai décrit les dispositifs principaux de la loi, c'est pour rappeler qu'en fait, dès qu'il y avait une petite marge de manœuvre laissée par la loi, elles ont été largement utilisées par les partis politiques. Et du coup, la parité est effective uniquement lorsqu'il n'y a pas de marge de manœuvre dans l'application de la loi. C'est-à-dire qu'elle est quasiment effective dans les conseils municipaux de plus de 3500 habitants, dans les conseils régionaux et dans la délégation française au Parlement européen. En revanche, déjà, la tête, le gouvernement des mairies reste une position très masculine. Il y a seulement 13% de femmes maires en France. Dans les conseils généraux, je le disais tout à l'heure, il y a seulement 13,8% de femmes, parce que la loi n'en dit rien. Et à l'Assemblée nationale, depuis 2012, il y a désormais un quart de femmes, 26%. Donc il y a eu un seuil tout de même non négligeable de passer. Et au Sénat, 22%. Donc on a quand même des assemblées quasiment paritaires et de l'autre côté, des bastions qui restent l'apanage des hommes. C'est les conseils généraux, les mairies et la présidence des conseils de communes. Alors, et selon moi, ce n'est pas du tout un effet mécanique des modes de scrutin. C'est bien aussi ce que décident les partis politiques de faire de ces modes de scrutin.
Toutes les organisations partisanes ne contournent pas la loi de la même manière. Très clairement, pour les élections législatives, les petits partis politiques ne peuvent pas se permettre de contourner la loi. C'est trop pénalisant financièrement. Donc tous les petits partis, y compris le Front National, respectent la loi sur la parité. En revanche, ce n'est pas le cas du tout de l'UMP qui, encore en 2012, a présenté seulement 25% de femmes candidates, c'est-à-dire qu'il a choisi quand même de payer de voir sa dotation publique fortement grevée. Et le Parti socialiste avait présenté en 2012 45% de femmes. Ce qui explique, c'est aussi la victoire de la gauche, qui explique qu'on a dépassé pour la première fois les 25% à l'Assemblée nationale. Alors, un élément plus positif doit être mentionné néanmoins sur les effets de la parité. C'est-à-dire si la parité ne dit rien de la nomination des ministres, il y a comme une règle informelle depuis quelques gouvernements dans la manière de composer les équipes gouvernementales qui sont de plus en plus féminisées et pour la première fois dans le gouvernement Ayrault, strictement paritaire au niveau des postes des ministres. Donc ça, c'était déjà le cas depuis le gouvernement Jospin et puis dans les gouvernements Fillon. Comme si, effectivement, il était encore plus simple d'accéder à des assemblées, ou en tout cas des institutions qui sont paritaires par le fait du prince, plutôt que par le fonctionnement de la représentation politique. Ça, c'était mon premier point, un champ politique clivé entre assemblée paritaire et bastion masculin. Deuxième point, sur les effets de la parité, sur le profil du personnel politique désormais. Et les premières études qu'on avait pu faire sont confirmé, on a affaire à un renouvellement social très marginal. C'était un désespoir des paritaristes, en tout cas un des arguments qui avait été utilisé, c'était de dire non seulement les assemblées, le personnel politique ressemblera davantage à la société, c'est vrai, il y a beaucoup plus de femmes et ça permet d'améliorer le reflet. En revanche, d'autres distorsions du reflet n'ont pas été affectées par la parité, et notamment la question des catégories sociales représentées en politique. Alors j'ai refait mes petits tableaux habituels de classification des députés élus en 2012 dans les grandes catégories de l'INSEE. En 2012, 151 femmes élues qui appartiennent pour 58% d'entre elles aux professions intellectuelles et supérieures. Donc 58% des femmes députées appartiennent à cette catégorie des professions intellectuelles et supérieures contre 68% des hommes députés. Alors que cette catégorie représente 17% de la population en emploi en 2011, selon l'INSEE. Donc elles sont légèrement moins sélectionnées que les hommes, mais néanmoins fortement sélectionnées. En 2012, un seul ouvrier a été élu à l'Assemblée nationale, aucune ouvrière, alors que cette catégorie compte pour 21% de la population en emploi. C'est des choses classiques, mais en tout cas, elles n'ont pas été affectées par la parité. Si les assemblées politiques se sont féminisées, elles demeurent donc l'exclusivité d'une élite sociale relativement âgée et blanche. Alors là aussi, en 2007, il y avait une seule candidate noire qui avait été élue en métropole. En 2012, grâce au Parti socialiste, parce que tous les élus sont du Parti socialiste, il y a 15 élus noirs parmi les... 11, voilà. Pour la première fois, c'est ça. 11 représentants dits de la diversité ont été élus à l'Assemblée nationale en métropole. Et sur ces 11 représentants de la diversité, on trouve 6 femmes, notamment d'origine algérienne, tchadienne, etc. Mais aussi d'origine guadeloupéenne, etc., mais élues en métropole. Donc là, on dirait bien quand même ce qui a été construit comme un enjeu depuis 2008 sur la diversité commence à produire ses premiers effets, premiers frémissements, notamment dans les partis de gauche. Alors, ce que je voulais souligner, c'est qu'il faut quand même noter, même si là c'est 6 sur 11, c'est quand même assez nuancé, mais souvent on a pu constater que les rares élus issus des minorités racisées étaient souvent des femmes. Donc c'était particulièrement notable dans la manière de composer les listes aux élections municipales. Et on a pu y lire, avec d'autres collègues, une forme d'instrumentalisation de la parité, puisqu'il faut des femmes. C'est obligatoire de mettre la moitié de femmes sur les listes, tant qu'à faire, si elles peuvent cumuler d'autres attributs, et notamment représenter également la diversité, la jeunesse, la beauté, etc. Voilà, on leur demande un peu de cumuler. Voilà. J'en viens du coup à mon troisième point sur
les instrumentalisations de la parité et une forme de backlash du point de vue du genre. Ça, ce sont des instrumentalisations qu'on a pu mettre en évidence depuis 2001, depuis la première application de la loi au niveau municipal, avec les collègues chercheuses et chercheurs du groupe Invention de l'élu. C'est de la même manière que les chefs d'entreprise savent s'approprier les nouveaux textes législatifs, les professionnels de la politique ont su s'approprier la nouvelle règle paritaire pour renforcer leur leadership local ou pour se débarrasser d'anciens coéquipiers gênants. En tout cas, c'est devenu une nouvelle règle dans la boîte à outils et les dominants, c'est-à-dire souvent les têtes de liste, ceux qui dans les partis politiques sont dans les commissions des investitures, ont su se servir de cette nouvelle règle pour renforcer leur position. Donc les femmes qui sont entrées en politique à l'occasion de la parité, elles ont souvent été choisies, notamment au niveau municipal, pour leur extériorité au champ politique. En congruence avec l'argument de les femmes vont renouveler la politique parce qu'elles sont plus fraîches, plus désintéressées, etc. C'est l'argument essentialiste. Les têtes de liste sont allées chercher des femmes souvent sans expérience politique au détriment des militantes des partis politiques, bien souvent. Et ça s'est avéré un problème dès qu'il a fallu revendiquer l'accès à des vraies positions de pouvoir. Et dès 2008, on a pu constater cet effet-là de la parité. Il y a un turnover beaucoup plus important des femmes élues en 2001 par rapport aux hommes élus en 2001. Elles sont plus nombreuses à sortir, à ne pas se représenter que les hommes. Donc ça nous semble aller dans le sens de cette idée dont on choisit des femmes sans expérience qui vont avoir après des stratégies d'exit car elles n'atteignent pas elles n'ont pas un profil politique suffisamment solide puisque les ressources qui restent déterminantes sont malgré tout des ressources partisanes classiques. Autre forme d'instrumentalisation, donc on pense qu'il n'y a pas eu de bouleversement des logiques de la compétition politique. Ah oui, j'ai oublié de dire, en plus les femmes qui entrent, elles ont des stratégies de comportement très conformes à celles des hommes. C'est-à-dire que parmi les élus à l'Assemblée nationale en 2011, les femmes députées étaient 76% à cumuler leur mandat avec un mandat local contre 85% des hommes. Donc quasiment pas de différence. Celles qui entrent et qui se professionnalisent en politique se comportent comme les professionnels en place. Donc un des effets un petit peu qu'on avait qualifié de révolution conservatrice de la parité, c'est malgré tout d'avoir conduit à naturaliser le genre, à essentialiser et à fixer la féminité autour de qualités stéréotypées et à contraindre un petit peu les femmes politiques à coller à ces stéréotypes. Et là, il suffit de penser aux difficultés rencontrées par Ségolène Royal lors de sa candidature en 2007 à incarner de manière convaincante le rôle de présidentiable, rôle créé, défini et longtemps incarné uniquement par des hommes. Mon quatrième et dernier point concerne la classe politique et son rapport au genre et à la sexualité. Il me semble quand même que 12 ans après le vote de la loi, on a un petit peu perdu l'esprit des premiers débats sur la parité et notamment le fait de se servir